Et du coup, je voulais parler d'une deuxième inquiétude de la plupart des gens par rapport à l'alimentation végétale, et c'est le calcium qu'on trouve dans le lait, dans les produits laitiers, en tout cas ce qu'on nous fait croire. Ouais. Et c'est vrai que cette inquiétude-là, c'est vraiment tenace. Et d'un point de vue éthique, l'industrie laitière, bon, c'est bien connu, c'est juste un calvaire pour les animaux. Mais est-ce que niveau santé, il est possible de prendre son calcium dans le règne végétal? Alors la réponse est un grand oui. Oui, il est parfaitement possible de trouver le calcium dans le règne végétal, dans le règne minéral aussi, parce qu'on peut trouver du calcium simplement dans l'eau. Pas souvent, mais voilà. Totalement. Et c'est ce qu'on a fait pendant les millénaires. En fait, les civilisations, les populations qui ont utilisé les produits laitiers comme source de calcium. Déjà, c'est assez récent dans l'histoire de l'humanité, parce que l'élevage, c'est relativement récent, c'est l'ordre de 10 000 ans. Hein. Avant, l'élevage n'existait pas, c'était la cueillette et la chasse. Et même après l'avènement de l'élevage, eh bien, les populations qui ont utilisé de l'élevage sont ultra minoritaires. Alors, ça a été au niveau du pourtour méditerranéen. Il y a eu des zones aussi en Mongolie. Ouais. Voilà, mais globalement, la quasi-totalité des gens dans le monde utiliser d'autres sources de calcium, alors notamment les Japonais, la quasi-totalité des pays asiatiques. C'est pour ça qu'ils n'aiment pas le fromage en général, ils n'ont pas été habitués. Ils n'ont pas le lactate, ils n'ont pas les enzymes pour bien digérer le lactose du lait. Et ces gens-là, ils ont quand même survécu pendant des millénaires, donc ça vaut qu'ils ont bien. Et lorsqu'on regarde les taux de fracture des Japonais, des Japonaises, c'est les taux de fracture qui sont inférieurs à ceux des Occidentaux. Donc c'est bien la preuve qu'on peut trouver son calcium ailleurs. Alors il n'y a pas de secret, en fait le calcium, aucune plante, ou encore moins la vache, n'est capable de fabriquer elle-même le calcium. Le calcium, c'est un élément du sol. C'est le troisième élément le plus abondant dans le sol, et donc les plantes ou les animaux vont ne faire que concentrer ce calcium qui au départ était dans le sol. Alors vous imaginez bien qu'il y a des centaines et des centaines de sources de calcium possibles. Alors quand même, il faut être objectif, il ne faut pas faire de la basse propagande. Et autant pour moi le fer et les protéines sont des faux problèmes dans les alimentations véganes, c'est même des points forts, on pourra détailler, mais par contre le calcium, oui, c'est un relatif point faible, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'utiliser d'artifice, il n'y a pas besoin de se complémenter, etc. On peut arriver facilement à pourvoir à ses besoins en calcium dans une alimentation végane, mais il faut sélectionner un minimum des aliments riches en calcium, sinon il se peut que vous en manquiez un peu. Alors vous n'aurez pas de carence catastrophique. Alors on va parler de ces aliments riches en calcium. Une des meilleures sources dans le règne végétal, ce sont les choux, notamment choux et brocolis, spécialement choux chinois, choux kale. En fait, ce calcium qui sont dans les crucifères, il est même mieux absorbé que le calcium qui est dans le lait de vache. Le calcium du lait de vache, il est absorbé à environ 30%. Pas adapté au final. Le calcium que vous allez trouver dans les choux, il est absorbé environ à 50%, donc c'est mieux. D'autant plus que par ailleurs, le chou a des propriétés anti-cancer très fortes. Donc là, vous faites d'une pierre deux coups. Et vraiment, je recommande d'avoir une alimentation riche en chou. Alors, si vous n'aimez pas le chou, il y a heureusement des alternatives. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Tout simplement l'eau. Voilà, ça c'est vraiment simple. Si vous avez envie de faire aucun effort pour manger des aliments riches en calcium, eh bien, alors, je ne vais pas vous faire de publicité, c'est vraiment pour des raisons pratiques. Je rappelle, j'ai strictement aucun lien d'intérêt avec aucun industriel agroalimentaire. Mais il y a 3 eaux riches en calcium sur le marché français, c'est alors numéro 1 Courmayeur, ensuite Épar et enfin Contrex, voilà, qui sont les 3 eaux les plus riches en calcium en France. C'est des eaux qui contiennent plus de 400 mg de calcium par litre. Donc simplement en buvant un demi-litre de ces eaux-là, ça va se rajouter aux 250 mg de calcium qu'on va manger sans faire exprès, même en mangeant des aliments pauvres en calcium. Il y a un petit peu de calcium dans à peu près tout. Et donc ça va être facile d'atteindre le besoin pour les véganes, parce que le besoin en calcium pour les véganes est inférieur à celui qui est nécessaire pour la population générale. Donc ce besoin c'est de l'ordre de 550 mg. Et le tour est joué. Alors il y a d'autres sources, les figues, c'est une bonne source également, les amandes, les figues, oui, les graines de sésame, qu'on en général consomme sous forme de thym ou tahini, on le prononce à la française,
H-I-N-I, pour ceux qui ne connaissent pas ce plat d'origine libanaise. Alors, un aliment pas très courant, mais extrêmement riche en calcium, les graines de pavot. Alors, les graines de pavot, c'est le record de contenu en calcium pour 100 grammes. Vous en avez un peu dans les carottes et dans les oranges, pas des quantités énormes, mais ça participe. On a également dans les légumineuses, notamment les haricots secs. Les haricots secs sont une bonne source de calcium. Donc si vous utilisez régulièrement ces aliments, qui en plus sont des aliments bons pour la santé, eh bien il est facile de couvrir ses besoins en calcium. C'est ce que font depuis des millénaires les Asiatiques, les Africains. Et pour eux, le produit laitier, c'est tout nouveau. Ils n'avaient jamais été confrontés à ça. Donc c'est pas un grand problème. Après voilà, d'un point de vue éthique, bon c'est sûr que ça c'est... Alors ça c'est autre chose. C'est autre chose bien sûr, mais rien que d'un point de vue assez de bon sens, manger, consommer le lait de notre mammifère à l'âge adulte, c'est vrai que c'est une aberration. C'est particulier, c'est pas anodin. Dans le lait de vache, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de facteurs de croissance, dont l'IGF-1, et ça nous amène à être prudent sur les produits laitiers parce que ce qu'on n'est pas en train de jouer avec le feu. Alors moi en tant que scientifique, ce que j'ai remarqué c'est que c'est très rare en fait les scientifiques qui n'ont pas de conflit d'intérêt avec Nestlé, Danone ou d'autres industries laitières. Pourquoi? Parce que ces industries-là, elles fournissent énormément d'argent au monde de la recherche. C'est difficile pour un chercheur en nutrition de trouver des financements. Il va être obligé de se tourner vers l'industriel parce que l'État ne donne pas assez d'argent. Et on ne mord pas la main qui nous nourrit. Du coup, je pense qu'il y a un grand nombre d'études publiées sur le sujet qui ne sont pas fiables. Alors, je voudrais parler d'une étude de 2004, une étude suédoise très intéressante de 2004, qui est assez inquiétante, qui n'est pas une étude qui a comparé les non-consommateurs de lait avec les consommateurs de lait. C'est une étude qui a comparé des personnes qui boivent un verre de lait par jour, 2 par jour, 3 par jour. Et là, étonnamment, ceux qui boivent 3 verres de lait par jour ont 10-15% d'ostérose en plus par rapport à ceux qui boivent qu'un verre de lait par jour. Il y a également un risque augmenté de maladies cardiovasculaires, même carrément un risque de mortalité globale, tout ce confondu qui augmente. Et dans cette étude, ils ont remarqué également qu'il y a une élévation des marqueurs de l'inflammation. Donc vraiment des choses vraiment négatives. Alors toutes les études ne disent pas ça, mais pour la raison que je viens de citer, est-ce que les autres études sont sincères? Parce qu'on ne trouve que ce qu'on cherche. Je pense qu'on n'a pas assez cherché l'impact des facteurs de croissance, l'effet éventuellement pro-inflammatoire du lait de vache. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à découvrir. Alors, ce qui a été archi-prouvé, c'est le lien entre consommation de lait et cancer de la prostate. Ça, c'est quelque chose qui est connu depuis 10 ans. Donc, je pense que le mieux, c'est d'arrêter de consommer des produits laitiers. Pour l'instant, en France, la recommandation, c'est de consommer 3 à 4 produits laitiers par jour. Et ça, je pense que c'est pas basé sur la science, c'est basé sur de la propagande pour servir les intérêts financiers. Moi, je faisais des études de diététique après mon bac. C'était un BTS de 2 ans et c'est vrai que j'ai ressenti que les lobbies, la présence des lobbies dans toute ma formation, et notamment le PNNS, c'est le Plan National Nutrition Santé, qui conseille les 3 produits laitiers par jour et tout ça. Et c'est vrai que c'était très difficile de parler avec mes professeurs qui sont vraiment dans cette optique, qui sont entre guillemets formatés, on peut dire. Et c'est vrai que c'est un sujet très, très controversé. Après, juste question de bon sens par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, le fait qu'une fois qu'un humain a été sevré par sa mère, il n'a plus besoin de lait de toute sa vie, et encore moins besoin de lait qui provient de notre mammifère, qui est juste beaucoup plus gros que lui, qui n'a pas forcément la même physiologie. Oui, tout à fait. Oui. Donc c'est vrai que comme quoi la culture peut nous amener à faire des choses très très étranges, parce que c'est vrai que par définition les différents laits, les différents animaux, c'est fait pour des bébés, mais donc le fait qu'un adulte consomme un produit qui a été optimisé pour des nourrissons, c'est une aberration. On est la seule espèce à faire ça, aberration. Clairement. Et ce dont je voulais parler aussi, c'est par rapport toujours au lait. C'est assez ironique de voir que plus on consomme de produits laitiers, plus il y a des risques qu'on développe une ostéoporose. Alors que ce qu'on nous dit tout le temps, c'est que le calcium sert à prévenir
l'ostéoporose? Enfin, comment t'expliquer C'est une question complexe. Alors toutes les études ne montrent pas ça. Il y a effectivement des études qui montrent que plus on consomme de produits laitiers, plus on a d'ostéoporose. Ouais. Mais il y a des études qui disent l'inverse, d'autres études qui sont neutres. Mais pour les raisons que j'ai citées, à savoir que c'est vraiment le domaine des produits laitiers, c'est une petite question qui est vraiment très sensible. Parce que tous les lobbies ne sont pas tous également puissants. Voilà. Par exemple, il y a un lobby, par exemple, du pruneau, voilà, il n'est pas très puissant. Il y a un lobby aussi pour consommer du sucre, voilà, du Silus en France. C'est puissant. Il y a le lobby aussi pour le pain, voilà. Et ils ont des moyens financiers plus ou moins importants, ils ont une influence plus ou moins grande. Et vraiment, ceux qui ont le plus d'influence, à mon sens, c'est Nestlé et Danone. Franchement, c'est très difficile de trouver des nutritionnistes qui n'ont pas au moins un contrat, soit avec Danone, soit avec Nestlé, soit avec les deux. Et puis, c'est des financeurs, ils donnent beaucoup d'argent à la recherche en nutrition. Ouais. Et là, je pense que du coup, c'est très très difficile d'avoir des informations fiables. Il faudrait tout remettre à plat, trouver un budget, je sais pas, trouver et débloquer. Il faudrait que l'État français daigne débloquer 10 millions d'euros et faire des recherches complètement indépendantes où il y aurait interdiction pour le moindre expert ayant travaillé dans le passé avec l'industrie laitière de s'occuper de l'étude. Et là, je pense qu'on découvrirait des choses. D'autant plus que le lait, ça a tendance à concentrer des polluants, vous trouvez des dioxines dedans. Mais tout ça a probablement été minimisé, voire caché, parce que, encore une fois, on ne trouve que ce qu'on cherche. Donc si on met pas, on place telle et telle étude pour produire tel et tel effet, ben évidemment, on ne va pas trouver. Donc cette idée que, est-ce qu'il y a un lien possible entre consommation excessive de produits laitiers et puis ostéoporose? Alors c'est possible. Pourquoi c'est possible? C'est parce que, effectivement, apporter du calcium c'est important, mais c'est pas le seul paramètre pour une bonne santé osseuse. Pour avoir une bonne santé osseuse, il ne faut pas consommer trop de sel. Lorsque vous consommez trop de sel, eh bien, il y a une fuite urinaire du calcium. Or, le produit laitier, souvent, au partir, on le consomme sous forme de fromage. Les fromages, souvent, c'est très salé. Donc ça, c'est pas l'idéal. Pour une bonne santé osseuse, il y a besoin d'une quantité de protéines optimale. Si vous ne mangez pas assez de protéines, ça favorise l'ostéoporose. Il y a une quantité optimale. Et nous pensons que si on mange trop de protéines aussi, là, on commence à favoriser l'ostéoporose parce qu'une consommation excessive de protéines c'est acidifiant. Ouais. Comme il y a d'autres façons d'apporter du calcium que les produits laitiers, ça paraît plus sage, plus intelligent de trouver le calcium ailleurs. D'autant plus dans un contexte d'obésité. Lorsque vous consommez des produits laitiers, vous apportez des calories, vous apportez des lipides, vous apportez des protéines, vous apportez du sel. Alors que si vous par exemple vous buvez de l'eau minérale, voilà, c'est 0 calories. Vous apportez du calcium sans apporter de sel, sans apporter de protéines. Donc ça va être théoriquement bien meilleur pour la santé de l'os. Et même pour la santé de l'os, moi ce qui me paraît vraiment le plus optimal, c'est les choux. Parce que le chou ça a un effet alcalinisant, c'est pas calorique. Ça va apporter du calcium mieux absorbé que les produits laitiers. Et c'est ce que font les Asiatiques et les Africains depuis pas longtemps. Alors, je ne mange pas que du chou, hein. Mais avec des très bons résultats. Il suffit de comparer les taux de fracture entre les Suédois, les Américains et les Japonais. On s'aperçoit que c'est ceux qui consomment le moins de produits laitiers qui ont le moins de fractures. Carrément. Voilà. Et le pays champion du monde à la consommation de lait de vache, ce sont les Suédois. Et c'est là aussi où il y a le plus de fractures. Voilà. Comme quoi l'idée, comme quoi le produit laitier va me protéger de l'ostéoporose, c'est une idée simpliste. En fait, la santé de l'os, il y a énormément de paramètres. Parmi les grandes préoccupations des personnes qui aimeraient arrêter la viande, il y a le fer et du coup les éventuelles anémies. Moi pour la petite histoire, j'ai été anémie mais toute mon adolescence. On me disait que c'était normal parce que j'étais une fille et on me disait du coup de manger plus de viande rouge pour ne pas être anémiée. Et c'est ce que je faisais et pour autant j'avais pas de meilleurs résultats sur mes analyses sanguines. Et depuis que je suis végane, sans forcément faire plus attention au fer précisément, mais juste en ayant un peu plus de connaissances sur la nutrition et en mangeant équilibré et varié, je ne suis plus anémiée. Donc voilà, je sais que ça peut paraître assez surprenant pour la plupart des gens, mais je pense que ça se vérifie. Alors j'ai déjà eu des témoignages comme ça. Pour moi le fer c'est comme les protéines, c'est un faux problème. Alors pourquoi c'est un faux problème? C'est parce que les études scientifiques montrent qu'il n'y a pas plus d'anémie par carence en fer
chez les véganes que chez les omnivores. Donc à partir du moment où il n'y a pas plus d'anémie par carence en fer, je ne vois pas pourquoi c'est un problème des alimentations véganes. Alors maintenant, si on regarde un peu plus dans le détail, il y a deux types de fer. Il y a le fer héminique et le fer non héminique. Alors c'est une question de différence de formule chimique, hein, je ne rentre pas dans le détail. Ouais. Et le fer héminique qu'on trouve dans la viande, il est en pourcentage plus absorbé, alors que le fer non héminique qu'on trouve dans les végétaux, donc essentiellement dans les légumes et dans les légumineuses, mais il y en a aussi dans les fruits, il y en a aussi dans les oléagineux, et bien le fer non héminique, son absorption est variable. Si vous êtes carencé en fer, vous en absorbez beaucoup, vous pouvez en absorber jusqu'à 40%. Et si au contraire vous êtes en surcharge en fer, vous allez en absorber très peu, ça peut tomber à 1%. Et je pense que c'est une erreur de mettre sur un piédestal le fer héminique. Pourquoi? Parce que le fer héminique a un certain niveau de toxicité. Il y a un lien présumé entre fer héminique et cancer du côlon, ainsi qu'un lien présumé entre fer héminique et diabète de type 2. Donc je pense qu'il vaut mieux favoriser la consommation de fer non héminique. D'ailleurs, lorsque vous êtes carencé en fer, vous allez voir votre médecin et qu'est-ce qu'il fait? Il vous prescrit des suppléments de fer non héminique. On ne prescrit jamais de suppléments en fer héminique, probablement parce qu'il est toxique. Du coup, j'aimerais qu'on parle maintenant de la vitamine B12 parce que c'est une des seules vitamines qui pourrait donner tort entre guillemets à un régime végétalien, vegan. Donc est-ce que tu peux nous en dire plus au sujet de cette vitamine? Voilà. Alors objectivement, la vitamine B12, c'est vraiment le nutriment qu'il est difficile de trouver dans une alimentation végane. Je pense qu'on vraiment surestime la question des carences, on prend beaucoup la tête sur le sujet. Ouais. Même je pense qu'il y a certaines vitamines pour lesquelles il y a moins de carences chez les véganes. Par exemple la vitamine B9, la vitamine C, les fibres alimentaires, c'est beaucoup plus facile à trouver dans l'alimentation lorsqu'on est végane. Bien sûr. Par contre, la vitamine B12, c'est le point faible de ce type d'alimentation. Sachez que, sans le savoir, nous mangeons tous des suppléments en vitamine B12 indirectement en consommant des produits d'origine animale. Voilà. Plus de 95% des débouchés de vente de vitamine B12 dans le monde, c'est la supplémentation animale. Alors, qu'est-ce que font les véganes? Les véganes vont prendre un peu directement plutôt que de passer par la filière viande de produits laitiers. Voilà. En fait, à l'origine, la vitamine B12 est produite par les bactéries. Oui. On peut penser que quand il n'y avait pas beaucoup d'hygiène, il y avait des contaminations et que tous consommaient un peu de vitamine B12 par ce biais-là. Évidemment, on ne peut pas proposer ça en 2017. Et si on arrête complètement les produits d'origine animale, il est fortement recommandé de prendre de 25 à 100 microgrammes de vitamine B12 par jour, ou alors 1000 à 2000 microgrammes de vitamine B12 par semaine. Voilà. Donc il y a des suppléments qu'on peut trouver facilement dans le commerce, alors par exemple mondevegan.com, ou d'autres tout simplement dans un magasin d'alimentation biologique, ou tout simplement à la pharmacie. Ouais, sur la boutique vegan aussi. Voilà, en pharmacie on trouve des ampoules dosées à 1000 microgrammes. Si vous prenez une ampoule par semaine en dehors des repas, ça règle le problème. Et en boutique, vous pouvez trouver des comprimés de vitamine B12. Je pense que le plus pratique, ce sont les comprimés. Et si vous prenez un comprimé de 1000 microgrammes en dehors des repas une fois par semaine, le problème est réglé. Et ça peut vous éviter de prendre bien des médicaments, bien d'autres produits plus tard. Gardez à l'esprit que la société a beaucoup évolué, ouais, et qu'avant on avait un certain mode de vie. Par exemple, avant, c'était facile de trouver la vitamine D. Et là, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, fin 2016, elle a dit haut et fort, c'est la première fois d'ailleurs, elle a dit que c'était impossible d'assurer ses besoins en vitamine D en étant omnivore, D comme Denis. Ouais. Là où je veux en venir, c'est que l'alimentation moderne, elle était certainement modifiée, on n'est pas assez exposé au soleil, et donc l'alimentation moderne n'est pas capable forcément d'apporter au corps tous les micronutriments dont on a besoin, donc on peut avoir besoin d'utiliser quelques artifices pour pallier le problème. Donc n'hésitez pas à vous supplémenter en vitamine B12 et ça va colmater la seule faille du véganisme. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions, mais j'ai demandé avant de te recevoir, j'ai demandé à ma communauté sur Instagram s'ils avaient la possibilité de parler à un docteur qui est spécialisé dans la nutrition végétale,
quelles sont les questions qu'il te poserait. Donc j'en ai quelques-unes ici. Donc la première question, quels sont les aliments à privilégier pour être en bonne santé? Alors c'est très simple, il y a essentiellement 5 grands groupes. Ouais. Les aliments les plus sains, c'est les aliments non transformés, bruts, les légumes, les légumineuses, donc lentilles, pois, pois chiches, haricots secs, fèves, soja. Enfin, les céréales complètes. Les céréales sous forme raffinée, ce n'est pas très bon pour la santé. Par contre, le riz complet, le pain complet, tout ce qui est peu raffiné, qui contient au moins une partie de l'écorce. Quatrième groupe alimentaire qui est sain, ce sont les oléagineux. Là aussi, de préférence, si c'est pas grillé, pas salé, c'est mieux. Donc noix, noisettes, amandes, cacahuètes, pistaches. Pour tous ces oléagineux, souvent on les trouve sous forme grillée, salée. Si on peut les trouver non salées, c'est mieux. Les cacahuètes, par exemple, vous pouvez les trouver dans le commerce sous forme non décortiquée. Ouais. Car comme ça, elles ne seront pas salées. Les fruits. Voilà, là j'ai cité les aliments qui sont sains pour le corps. Quel que soit votre mode alimentaire, le fait de manger souvent ce type d'aliments va augmenter votre espérance de vie, va diminuer les risques cardiovasculaires, va diminuer les risques de cancer, va diminuer les risques de diabète de type 2. Donc voilà ce qu'il faut manger. Pour résumer ce que tu as dit, en fait, c'est assez simple de manière générale. C'est privilégier un maximum d'aliments naturels, bruts, non transformés, le moins transformés possible. Voilà, revenir aux bases. Tout à fait, voilà, parce que lorsqu'on transforme un aliment, on a tendance à détruire ce qu'on appelle les phytonutriments, qui sont des sortes de médicaments naturels. On a tendance à les appauvrir en vitamines, toutes les vitamines, notamment la vitamine C qui est très sensible à la chaleur. Et le processus de transformation, notamment le processus de chauffage à haute température, peut produire des composants anormaux. Ouais. Du coup, lorsque les aliments sont peu transformés, eh bien, il y a beaucoup plus d'avantages pour la santé. La deuxième question, on me demande quels examens réaliser pour un bilan complet. Moi, mon conseil, c'est de cibler. Ça dépend de votre situation. Je pense qu'il faut doser les nutriments pour lesquels vous êtes à risque. Si on fait un bilan très large à tout le monde, on va toujours trouver une valeur anormale et c'est anxiogène. Donc il faut cibler. Alors, si on est déjà vegan, on a intérêt à cibler le zinc, l'iode, la vitamine B12. Donc voici un exemple type de bilan qu'on peut faire à un vegan. Numération formule sanguine, ferritinémie, vitamine D, l'acide méthylmalonique urinaire qui est plus performant que le dosage direct de vitamine B12. Évidemment, éventuellement le zinc sérique, mais malheureusement qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. La vitamine D non plus n'est pas remboursée par la sécurité sociale, sauf en cas de suspicion d'ostéomalacie chez une personne, voilà, donc une maladie où les os deviennent mous par carence forte en vitamine D. Si vous vous sentez très fatigué, vous pouvez rajouter les TSH, l'hormone thyroïdienne. Doit-on avoir peur des carences? Bon, ça c'est vrai qu'on a quand même pas mal abordé comment répondre à cette question? Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des carences. Ce qui est important, c'est d'avoir une alimentation qui est saine, qui est apte à apporter tous les nutriments qui sont nécessaires à votre métabolisme et apte à ce que vous soyez en bonne santé. Or, une alimentation végane est bonne pour la santé. Globalement, il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Le véganisme n'est pas un risque, c'est au contraire une chance, c'est un avantage. Le seul risque, c'est la carence en B12 qu'il faut supplémenter. À partir du moment où vous supplémentez en vitamine B12, globalement, vous aurez moins de carences que les personnes qui ont une alimentation occidentale traditionnelle. Donc non, il ne faut pas avoir peur des carences de l'alimentation végane, il faudrait plus avoir peur des carences de l'alimentation occidentale standard. Bien sûr. On me demande aussi comment avoir suffisamment de fer et d'iode. Le fer, on a plus ou moins répondu, mais l'iode. La question de l'iode est intéressante. L'alimentation végane est globalement pauvre en iode. C'est un des points faibles de l'alimentation végane. Alors il y a une très bonne source d'iode, ce sont les algues. Et il suffit d'en manger très peu. Alors par exemple, vous mangez une fois de temps en temps des algues de marine, un peu d'algues kombu par exemple, une demi-cuillère à café une fois tous les 15 jours, ça va être largement suffisant pour combler vos besoins en iode. Si vous pensez avoir une carence en iode, il y aura les deux examens, dosage de la TSH. Et aussi, vous pouvez faire ce qu'on appelle une iodurie des 24 heures. Vous conservez vos urines pendant une journée.
Les laboratoires analysent et si l'iode excrété dans les urines pendant 24 heures est très bas, ça signe une carence en iode. Donc, sachez que globalement, c'est un problème vraiment mineur, c'est comme rare, les carences sévères en iode chez les véganes. Ça peut arriver, mais ça a rarement des conséquences. Je pense que l'organisme s'adapte à des faibles apports en iode. Donc, il y a aussi des compléments. Il y a des compléments qui contiennent à la fois de la B12 et de l'iode. Dans ce cas-là, ça règle le problème. Et si vous ne prenez pas un complément, par exemple VEG1 qui contient à la fois la B12 et l'iode, eh bien, de temps en temps, vous mangez un peu d'algues et puis c'est réglé. D'accord, c'est vraiment un aliment qu'on n'a pas l'habitude de manger. Et bon, par exemple, dans les fameux maquis qui sont entourés d'algues, c'est juste délicieux. Il y a de nombreuses recettes, en fait, il suffit un petit peu de chercher à base d'algues qui sont vraiment originales et délicieuses. Du coup, la dernière question qu'on m'a posée, c'est comment se fait-il que pas plus de médecins ne prônent l'alimentation végétale? Alors, ça c'est simple déjà, il n'y a pas beaucoup de formation en nutrition. Moi, en 10 ans de médecine, j'ai reçu entre 0 et 3 heures de nutrition, donc c'est rien. Dans certaines facultés, il n'y a pas du tout de formation en nutrition. Dans d'autres, il y a peut-être quelques dizaines d'heures au maximum. Alors, à ma connaissance, dans la plupart des facultés, il n'y a pas de module nutrition. Même si vous faites médecine générale, vous allez apprendre un peu la pneumologie, un peu l'ORL, un peu la gynécologie, un peu toutes les spécialités, un peu la psychiatrie, etc. Et il n'y a même pas un module nutrition. Même pas, voilà. Donc déjà, la plupart des médecins, en fait, ne connaissent rien ou pas grand-chose à la nutrition classique. Alors vous pensez bien que la nutrition végétarienne, la nutrition végane, alors là, il faut s'y connaître encore moins. En plus, le peu de formation qu'il y a est pollué par les faux messages de l'industrie agroalimentaire. Donc c'est vraiment très difficile pour un médecin d'être compétent dans ce domaine-là. Et déjà, s'il arrive à accepter l'idée, en arriver à la conclusion que l'alimentation végane est adéquate sur le plan nutritionnel et bonne pour la santé, déjà il est très fort, il a passé du temps. Et donc ça explique pourquoi c'est aussi rare, alors que pour d'autres sujets ça fait partie du corpus de connaissances communs, donc ça ne fait pas les citer, mais il y a des connaissances que tous les médecins ont, mais ces connaissances-là restent pour l'instant très spécifiques, très spécialisées, et ceci explique cela. Alors après aussi, un début d'explication, c'est qu'en France, la médecine préventive est sous-développée. Il y a une tendance culturelle, alors si on est mauvaise langue, on peut dire que voilà, c'est favorisé, c'est vrai que ça sert objectivement les intérêts de l'industrie pharmaceutique. Est-ce que c'est voulu ou pas voulu? Bon, ça c'est une question complexe, mais il est un fait qu'on laisse les gens tomber malades et après on va leur donner des médicaments. Et quasiment rien n'est fait pour empêcher les gens de devenir malades. Les dépenses de médecine préventive, je ne parle même pas de la nutrition, la nutrition fait partie de ça, il n'y a que 0,5% de budget alloué pour la médecine préventive. Ça fait 99,5% de l'argent sert à soigner les gens et uniquement 0,5% pour les empêcher de devenir malades plus tard. C'est très peu. Et c'est cette culture-là de la non-prévention qui plombe la médecine et notamment la nutrition. La santé, c'est un véritable business. Bien sûr, la santé, elle est essentiellement aux mains de grandes entreprises dont la préoccupation est rarement votre santé. Enfin, ils vous disent que leur préoccupation c'est votre santé, mais c'est surtout à ce qu'on ne guérisse pas en fait. C'est sûr que les marchés de l'hypercholestérolémie, les marchés de l'hypertension, les marchés du diabète de type 2, c'est des très gros marchés parce qu'il faut prendre des médicaments tous les jours, pendant toute sa vie. Donc c'est beaucoup plus intéressant sur le plan financier qu'une petite maladie qui va durer une semaine ou quelques conseils qui vont durer 15 jours et qu'après vous éviteront de tomber malade, c'est évident. Bien sûr. Bon, ben voilà pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout et puis merci à Jérôme d'avoir accepté d'être dans ma vidéo. Merci, avec plaisir. Après j'espère qu'on aura répondu à quelques-unes de vos questions, de vos inquiétudes, même si c'est vrai que le sujet est tellement passionnant et en même temps tellement complexe que c'est difficile de tout aborder, mais voilà, j'espère que ça sera assez général et que ça vous aidera. Et n'hésitez pas à la partager partout. Merci beaucoup. Au revoir.